bruits en terre de... Candidat numéro 24, Azali Magnola, 24 heures sur 24 pendant Congo à Congo. Et ça va être. Nalobi, Adolphe Mouzito Fouloupa, candidat président de la République numéro 24, Azali Magnola. 24 heures sur 24 pendant Congo à Congo. Qui est Adolphe Mouzito Fouloupa? Adolphe Mouzito Fouloupi est né à Muganda le 12 février 1957. Adolphe Mouzito a une grande expérience dans la gestion de la chose publique. Et ici, nous allons vous présenter une brève expérience, une brève présentation de son parcours. En 1985, Adolphe Mouzito fut chef de service RENAPI. En 1987, Adolphe Mouzito devient inspecteur des finances. En 1993 ou 1993 pour le maire, Adolphe Mouzito, coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville de Kinshasa. En 1998, Adolphe Mouzito devient conseiller au ministère des Finances. En 2003, Adolphe Mouzito devient député national pendant la transition. De 2007 à 2008, Adolphe Mouzito devient ministre du budget de la République démocratique du Congo. De 2008 à 2012, Adolphe Mouzito devient Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et pendant son règne comme Premier ministre, il a marqué son passage à la primature avec plusieurs réalisations. Mais ici, je veux citer quelques-unes, notamment l'annulation de la dette extérieure publique à près de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Je cite principalement les magistrats, médecins et professeurs d'université. Adolphe Mouzito revoit à la hausse les budgets de la République démocratique du Congo et le produit intérieur brut de notre pays. Et ici, il faut signaler qu'un budget qu'il a trouvé à 800 millions de dollars, il le quadruple, soit de 8 millions à 3 milliards 500 millions. Chose qui n'a jamais été réalisée par un autre avant lui. Et pour finir cette réalisation, Adolphe Mouzito stabilise le cadre macroéconomique avec un taux de change stable. De 2012 à 2017, il sera élu député national dans la circonscription électorale de Kikwit. Et de 2018 à ce jour, il sera réélu une fois de plus dans la même circonscription électorale de Kikwit, député national. Adolphe Mouzito compte dans son actif plus de 30 tribunes dans lesquelles il publie ses idées, ses réflexions pour le redressement, je dirais,
mieux pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a également publié un ouvrage sur l'installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Voilà de manière brève, chers camarades, le parcours ou l'expérience de celui que nous portons aujourd'hui à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, s'il vous plaît. Candidat numéro 4, Adolphe Muzito Fumumpa, ye Azali Komagnola. 24 heures sur 24 pour la libération du Congo à Congo. Et ça va être. Voilà, merci beaucoup. À présent, nous voulons donner la parole au candidat de 4 sur présidentielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonjour. Ma camarade, Basina Mibande, Bana Nouvel Élan, Bana Mbunda, Motenabino. Je vais demander à la presse. Je vais demander à la presse d'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Je parlerai en français, mais en lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront se faire traduire certains extraits pour compléter leurs éléments d'information. Bana Kongombote. Tokulubela Likambotali offre politique Nabiso. Nous allons parler de notre offre politique, qui est l'offre politique du Nouvel Élan et Mbunda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend 3 volets. Il y a le volet du président de la République, chef de l'État, qui est candidat. En ce qui concerne cette prérogative de chef de l'État et du président de la République, nous allons expliquer la différence entre président de la République et chef de l'État. Parce que Mukongo Mbappé Sagaye Kongo Mibale, président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et Tenyami Balé a programme Nabiso et Kozala pour concerner compétences, il y a gouvernement. Il y a mis ça toute compétence, il y a province. Mingi Baza Koye Bate. Tembo Kanabiso, le pouvoir na yango et Kabwami Biteni Misato. Président a ali la compétence. Il y a pour ça la bitumba. Kobundisa, ou Babengi compétence, il y a défense na la sécurité. Yende Azali Kotala Mboka par rapport à pays Mosusu. L'État, donc, le chef de l'État a des compétences et tali Kokangambamboka vis-à-vis à pays Mosusu. P pour jouer diplomatie et dire que Mboka na bino na mikakatano, to bamboka mso na mikakatano, ba chef de l'État ba kutani, ba bongisi, ba bengi en diplomatie.
Troisième compétence, c'est il y a pour ça la mosolo, il y a pour frapper mon nez. Wani ali ba compétence na ye. Boni na biteni ya bokonzi wana eza ko salela. Gouvernement azali pe na compétence na ye. Na ba domaine na ye ya compétence. Oyo bakambi yango na premier ministre. Donc étudier yango mikakatano nini ezali kuna. Ensuite, pour étudier pe mikakatano oyo etali pouvoir provincial. Yango pe yali na bokonzi na yango. Lokola boyebi domaine enseignement primaire et secondaire. Il y a les compétences exclusives. Il y a province, santé, agriculture, pouvoir coutumier, route de dessert agricole. Il y a la compétence na yango. Baninga musu balia wa bana ya nouvelle élan na bana ya mbonga. Oui bati ba élection où tout ça kokende. Bana ou bali candidat député provinciaux. Oui ba matière ebongi beaucoup ka kosalela na yango campagne. Et pas le peuple à vous la vie. Oui ben ali domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture, domaine ya santé, domaine ya route de dessert agricole, na domaine état du pouvoir coutumier que vous va titrisé modélé et à dire responsabilité na bino. Bien sûr que na domaine wana mabélé il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler dans le gouvernement central parce que il peut aller dans les quatre les six wana. Alors on a trois domaines wana il y a échelon ya pouvoir. Toko sala boni na programme na biso tolobibi. Qu'est-ce que nous faisons de ces trois domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes. Le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes. Mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, Nouvel Élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat. Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces trois domaines des compétences. Parce que quand tu vas voir le médecin, pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que les vraies réformes, je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris l'élément. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens. Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement? Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces? Il y a des vrais problèmes. Mais a priori, pour prescrire des médicaments en termes de réformes, il faut dire ces réformes se rapportent à quel type de problème. C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit
un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous pesons? Sinon, nous recourons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, c'est qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est ce qui concerne l'institution présidente de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution au gouvernement. On fait le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est des simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer les prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes et les secteurs agricoles et le pouvoir traditionnel. Et comment, si nous établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes comme, si vous voulez, après ces diagnostics, quelles sont les thérapeutiques? Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans le cadre de la solution, quel est le coût? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand vous allez voir le médecin, il fait le diagnostic, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut les ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser. Je voudrais insister sur la notion de réforme. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez que, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. Alors l'effort consistera à constater après les diagnostics, et c'est le cas en ce qui nous concerne, ici je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, que on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa, 200 $, pour ceux du chef-lieu de province, 150 $, et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chefs-lieux de province, on leur paye 100 $. Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a des hypothèses. Soit que vous réduisez, ramenez tout le monde à 100 $,
pour éviter l'injustice, c'est un nivellement vers le bas. Vous dites, vous augmentez tout le monde à 200 $. Pour rééquilibrer ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça, c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire, nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 $ pour tout le monde à 300 $. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation des salaires, et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total de 1 million. Voilà une des réformes et comment elles se chiffrent en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi le faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 500, plutôt, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international. Nos réformes montrent, notre évaluation, ensuite les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5500 sont déjà en place, et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les deux premiers, les 2500 autres, mais surtout, en perspective, augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement à payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui, aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 $, plutôt 1200 $, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons revoir à la hausse et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer des 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, ils sont mécanisés, et passer à 15 000 magistrats pour que les ratios, qui doivent être de 5 000 magistrats pour 5 000 magistrats pour, non, plutôt un magistrat pour 5 000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15 000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant du budget d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars en ressources propres, quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons fait dans nos prévisions, parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document, nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leurs partis politiques. En parenthèse, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvelle-Zélande et Mbonda, qu'il y a eu une confusion dans la tête de nos candidats, de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas,
Et ici, je dis, c'est là, avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats députés, plutôt candidats présidents de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans les domaines, je vais donner un exemple dans le domaine agricole. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs, ou vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme, et que vous devez financer ces projets avec vos ressources propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou d'1 année pour financer la plantation d'EVA, des palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à rembourser en 5 ans pour faire le jardin potager. Parce que le jardin, si vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour 1 an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire, je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et me rembourser. Donc vous aurez un crédit très très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et vous commencez à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent. Les banquiers vont dire, je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc donner des résultats, vous pouvez récolter et être en mesure de rembourser au bout d'1 an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour lesquelles vous allez demander les financements. Même chose pour ce qui concerne celui qui plante les VA ou les palmiers. Lui, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps d'élaborer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser, en réalisant un cash flow sur lequel il va prélever de pouvoir rembourser, il faut un minimum de 5 ans. S'il emprunte pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même que les plantes n'aient donné, il sera déjà redevable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent et risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent à court terme, là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons, les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelle est des solutions sérieuses pour des investissements long terme pourraient accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissement pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple l'INGA. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la face du monde des programmes de 5 ans, alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement. D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans, avec 2 5 ans, 5 ans. Ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous
préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans. Ça, je le dis à nos camarades militants et autres compatriotes qui me suivent. Vous allez même dans le pays développé où ils n'ont plus d'infrastructures à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans. Alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité. Et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur le long terme. Et les projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter cela. Parce que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu as gagné 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous utiliser, parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Et si quand on a ce que vous allez tata ya bana, na yo na madame, pour la cosa la budget na yo, la famille pour le mois ou le trimestre. Est-ce que va déterminer nos besoins, va dépenses, tout va déterminer la recette à partir de la recette ne pour sali va dépense. Tout Ghana. Bisous soit lié à la majorité tous les parents. On est à la tête des familles. Les principes, il y a budget des ménages, même au niveau de l'État, c'est la même chose. Est-ce qu'on détermine d'abord les besoins, on chiffre nos besoins sont autant, ensuite on cherche les moyens qui correspondent à ces besoins, ou vous commencez, vous faites vos besoins en fonction des recettes que vous avez. Moi, je vous dis a priori, peut-être que ça viendra dans le débat, on commence par évaluer les besoins, la primauté des besoins. En vertu de ce principe, j'ai déterminé en disant que pour le Congo, pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Maintenant, ces 300 milliards, avant de chercher à savoir d'où ça viendra, je voudrais discuter, vous dire que la problématique pour moi, pour nous, Nouvelle Élan et Mbonda, était de savoir quels sont les besoins de ce pays-là, le Congo. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça s'est réparti comment, ces besoins? Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année à partir des 2 dernières années. Là, nous jetons des fleurs à M. Tshisekedi honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Les avons voté. Mais maintenant, pour vous poser question le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Les avons voté. Mais, je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, moi j'ai trouvé dans les cadres comme chef de la majorité, Premier ministre, trouvé le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante, de 850 à 1,6 milliard. Et en partant, fin 2011,
nous avons laissé le budget à 3 milliards et demi. On a quadruplé. Je dis bien, on a quadruplé. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet argent-là qui s'est ajouté aux 850 qu'on avait trouvé. Nous reviendrons là-dessus, si pas dans le cadre de cette intervention, dans d'autres interventions, pour dire, je l'ai dit sommairement, on a augmenté, on a quadruplé les salaires des fonctionnaires. On a doublé les salaires de professeurs d'université après avoir doublé les effectifs de professeurs. On a doublé les salaires de médecins. Après. Donc, globalement, alors que le FMI, dans ses traditions, n'acceptait pas que le salaire représente 40% du budget des recettes. Mais nous, on l'a fait. Nous avons démontré que le pays était au sous-emploi de son potentiel et qu'il fallait injecter la liquidité au profit de la population à l'arrière-pays pour activer la valeur ajoutée ou la production nationale. Ce qui a été fait et notre PIB a augmenté. Nous étions avant cela en vue de payer les services de la dette mobilisée. Quels sont les besoins du pays? Dans un premier temps, on doit, chaque année, sur les 300 milliards, il y a déjà 100 milliards qui sont acquis, qui correspondent aux 10 milliards que nous collectons aujourd'hui. Parce que si vous appelez candidat président de la République, ou bien chef de la majorité, comme je veux qu'il en ait ici au Nouvel-Élan pour conduire les députés nationaux et provinciaux aux élections législatives nationales et provinciales, vous devez avoir les chiffres du gouvernement qui vous précèdent. Vous ne pouvez pas quantifier l'avenir ex nihilo, c'est-à-dire sans savoir vous partez de quoi. Quand vous ouvrez votre bilan, si vous êtes élu, vous devez partir de l'existant et projeter l'avenir pour augmenter. C'est ainsi que nous, on a prévu d'abord de partir des 10 milliards actuels, nous projetons ça sur 10 ans. Ça, c'est les recettes que nous sommes sûrs d'avoir sans faire des réformes. Ça, c'est les minimums. Qui financent la situation actuelle des dépenses, des salaires et autres. Mais maintenant, nous allons augmenter de 200 milliards en plus. Donc, 140 milliards, c'est des recettes additionnelles à l'interne, consécutives aux réformes que nous ferons au niveau de l'administration fiscale pour augmenter les recettes fiscales, douanières et autres pour les 10 prochaines années à hauteur de 140 milliards de dollars. Vous verrez dans les documents les tranches annuelles et comment ça augmente. Ça va augmenter avec deux facteurs. Ces budgets pour les 10 prochaines années, deux facteurs. Un, avec la croissance. Nous avons un taux de croissance qui part de 8% jusqu'à un taux de croissance à des chiffres autour de 11% pendant les 10 prochaines années, au cours desquelles, puisqu'il y aura croissance, il y aura augmentation du PIB et de l'assiette fiscale. Et aussi et surtout, nous allons améliorer les performances fiscales pour que le régime financier que nous allons motiver puisse augmenter leur capacité de prélèvement. Ce qu'on appelle taux de pression fiscale qui pourra aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Donc, nous pourrons sur les 10 prochaines années ajouter aux 100 milliards qui sont acquis, 100 milliards qui sont acquis, 140 milliards en plus, auquel il faut ajouter, puisque notre budget de dépenses est de 200 milliards, il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. La question qui se pose, historiquement, ce qui nous ont dit dans les autres Congolais, tout le monde a que tout ça, il faut qu'on appelle là, tout en 2008, tout le monde est là, FMI, indément, que tout le monde a 9 milliards. Vous venez d'une forte dose de dette et on vient de vous désendetter. On ne peut pas vous autoriser à rentrer encore dans un endettement de 9 milliards alors que vous aviez 9 milliards ou 12 milliards de dettes que vous étiez incapable de payer. Ils ont accepté qu'on s'endette au lieu de 9 milliards, de 6 milliards, sur lesquels 3 milliards devaient financer l'investissement minier qui allait générer des quoi
les 3 autres milliards que nous devions cette fois-là affecter aux investissements devaient aller être remboursés. J'indique en passant que sur ce total-là, on a décaissé 3 milliards pour l'investissement, c'est commis. Les 3 autres milliards, on ne nous a jamais donné, sauf 800 millions, en fait, 800 millions de dollars, auquel cas on nous doit encore 2 milliards et demi. Les 800 millions ont été dépensés à nos dépens pour des prestations qui ne représentaient que la moitié ou le tiers. Et à ce jour, la dette vis-à-vis des Chinois, qui devait des 3 milliards, n'a augmenté que de 800 millions, n'est que de 800 millions de dollars pour des prestations qu'on ignore vraiment quantitativement et qualitativement. Mais les 2 milliards décents n'ont jamais été décaissés à notre profit, alors même que les Chinois ont presque récupéré les investissements. Ça, c'est dit en passant. Donc, nous avons une dette extérieure qui est autour de 5 milliards de dollars. Nous pouvons emprunter 60 milliards de dollars. Si nous faisons les ratios, en plus de 100 milliards qui existent déjà sur 10 ans, c'est-à-dire 10 milliards chaque année, en plus de 140 milliards que nous pouvons avoir dans le cadre de la fiscalité, ce qui ferait 240 milliards, les 60 milliards de dettes sont à notre portée. Pourquoi? Nous allons commencer avec 30 milliards et pour le premier quinquennat et 30 milliards pour le second quinquennat. Mais quand vous prenez les deux montants, c'est-à-dire 30 milliards plus 30 milliards, 60 milliards, vous les reportez, plutôt vous les rapportez à notre PIB d'ici 2033, nous aurons un taux d'endettement qui va à peine approcher 30%. Alors que beaucoup de pays africains ont un niveau d'endettement qui dépasse les 50, 60, 70%. Donc nous, même en empruntant les 60 milliards, c'est toujours en deçà non seulement de nos besoins, mais aussi en deçà de notre capacité à rembourser et à supporter la dette. Donc voilà un peu comment nous allons financer notre plan décennal avec 100 milliards qui existent déjà, que nous projetons sur 10 ans avec 10 milliards chaque année. Ça c'est acquis, parce que nous sommes partis des 3 milliards avec le mandat de M. Tshisekedi, je crois, en 2020, c'était 3 milliards parce que M. Tshisekedi, plutôt M. Kabila, n'a presque pas augmenté le budget de l'État. C'est lui qui était le chef de la majorité en 2020. Et sans majorité parlementaire avec Ilunga et Lokamba, n'a pas, après avoir évidemment augmenté le budget de 3 milliards que j'ai laissé en 2011, pendant 10 ans, ils ont augmenté un peu le budget de l'État jusqu'à 4, 5, 6 milliards, mais en réalité, ils ont rechuté pour atteindre les 3 milliards 200 que j'avais laissé comme budget. Et c'est après que cette augmentation qui nous a mené à 10 milliards a eu lieu. Et moi, je voudrais insister ici sur la qualité des dépenses faites avec ces ressources additionnelles. Ça fera l'objet d'un débat. Alors donc, je me résume en disant, notre programme, nous voulons les financer avec 300 milliards de dollars. Donc 100 milliards existent déjà sur 10 ans, 10 milliards chaque année. Et les 200 milliards viendront d'une part de l'augmentation de l'assiette fiscale consécutive à la croissance que nous allons réaliser. Et les 140 milliards et puis les 60 milliards sera l'objet d'un emprunt. Je ne dis qu'en passant, c'est un emprunt concessionnel autour de 8%, 7%, mais qui est à notre portée et en termes du volume de la dette comparé au PIB, parce que le PIB lui-même va augmenter. Nous avons un PIB aujourd'hui qui est autour de 70 milliards. L'année prochaine, il peut arriver à 80 milliards, c'est selon le calcul. Si c'est déjà aussi les calculs du FMI, si notre taux de croissance est maintenu, et à l'horizon 2033, c'est 10 ans après, nous aurons un PIB de 200 milliards de dollars. Et par rapport à ce PIB de 200 milliards, si nous avons une dette de 60 milliards, ça ne représentera que 30%
de notre PIB, auquel cas nous serons toujours au bas de l'étage des pays endettés en Afrique et dans le monde de manière générale. Voilà, comme je vous ai dit, j'allais me limiter à présenter les coûts financiers de notre programme, l'horizon de ces plans que je voudrais décennal pour donner des perspectives d'avenir pour le pays, parce qu'on ne peut pas raisonner pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies, qui n'a jamais, presque jamais, depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, puis construit ces 55 000 km de routes. Il y a un déficit énergétique qui implique qu'on doit financer les infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'hydroélectricité avec Yinga. Il y a des retards en termes de nombre de ponts, de nombre d'aéroports, un déficit sur le plan de l'eau potable. Tous ces déficits nécessitent 100 milliards, dont 60 milliards de faire l'objet d'un emprunt que nous pouvons facilement mobiliser compte tenu des ratios auxquels je viens de faire allusion. Et les 40 milliards autres qui peuvent venir de notre financement interne, donc ce qui fait 100 milliards pour financer la construction du Congo. Mais je voudrais indiquer en passant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes en vue de mâcher, de digérer 100 milliards de dollars en 10 ans? Parce que, excusez-moi, ce qui nous doit lier à diète, donc à lier à diète. Est-ce que non, si tu dis que le Congolais doit manger 3 fois par jour avec un souper, non, avec un goûter, est-ce qu'il va remplir ces programmes-là? Puisque dans l'entretien, il y a un pourquoi j'ai dit cela? L'État congolais est très faible en termes d'administration. L'État congolais est faible en termes de division du travail. Division qui veut que certaines routes soient faites par les provinces. Parce qu'il y a des routes dans les 55 000 km, dont 3 000 seulement sont faites. Sur les 52 qui restent, il y a des routes nationales, c'est 20 000. Des routes provinciales prioritaires, 20 000. La différence, c'est des routes provinciales secondaires. Si nous disons que l'État congolais doit faire toutes ces routes pendant 10 ans avec 100 milliards de dollars, il n'y a pas que des routes, il y a d'autres infrastructures dont on parle. Est-ce qu'administrativement parlant, politiquement parlant, nous sommes capables d'utiliser cet argent et de faire ce travail? Non ou oui? Parce que nous, on nous a dit, je ne sais pas, moi j'étais déjà parti. Nous avons eu 3 milliards et demi, 3 milliards de Chinois, on était incapables de consommer ça. Ne fût-ce que de présenter des études, c'est ce qui est dit par ceux qui sont restés. C'est l'accusation du gouvernement chinois. Parce que je me dis qu'en passant que le gouvernement chinois, non seulement, plutôt que le gouvernement chinois nous doit, étant donné que le contrat qu'on a signé avec les entreprises chinoises, nous l'avons signé avec la caution du gouvernement chinois. De sorte que les dysfonctionnements, de sorte que les non-décaissements de l'argent des Chinois et le manque à gagner ou le coût d'opportunité, si nous devons les facturer, c'est à charge de celui qui a été la caution et qui se trouve être le gouvernement chinois. C'est pourquoi souvent je suis en colère avec ces histoires-là. Enfin, les Chinois. Donc la question qui se pose, au-delà des chiffres que j'indique, en ce que les 60 milliards sont à notre portée par rapport à notre capacité de remboursement, il se posera un problème de capacité d'utilisation ou de consommation. Parce que tu ne sais pas t'organiser pour utiliser cet argent. Cette question, nous, on a une vision. Parce qu'ici, nous présentons l'état des lieux, nous avons une approche que nous allons proposer les moments venus. Et puisque nous avons, je promets, d'articuler notre programme au fur et à mesure, on vous a parlé du chiffrage, du coût de notre programme. On reviendra sur, on a inversé la démarche volontairement.
nous viendrons pour maintenant indiquer les diagnostics qui a justifié les choix des réformes qui sont aujourd'hui à 60 réformes, dont 10 pour le président de la République, chef de l'État, 10 pour les provinces et 40 pour le gouvernement central, le gouvernement national. Donc nous reviendrons pour donner les différentes participations, y compris en ce qui concerne la manière d'utiliser les 60 milliards, parce que alors que nous sommes en train de mobiliser cet argent, parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques, nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique. Je vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, sous vos applaudissements. 1%. Et c'est le secteur minier qui participe pour 99% à l'accroissement de la richesse du Congo. Or, le secteur minier, c'est un secteur à capital intensif et non pas à travail intensif. Ça signifie que la valeur ajoutée créée par les secteurs miniers va au profit de l'investisseur qui est totalement étranger. C'est-à-dire que 90% de la richesse générée par les mines sort du pays parce que ça rémunère celui qui a investi et qui a investi presque 90% de l'investissement global. La part qui revient aux Congolais est faible, très marginale. C'est le secteur agricole qui, s'il participait à la croissance, pouvait redistribuer la richesse au profit des Congolais parce que c'est un secteur non seulement qui rémunère grandement qui rémunère le travail, mais aussi parce que ce travail-là serait congolais. Les surplus générés là-dedans profiteraient à rémunérer le paysan congolais et augmenterait son pouvoir d'achat. Et en même temps, cette agriculture couvrirait nos besoins de consommation, au lieu que nos besoins de consommation soient couverts par des importations. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin beaucoup de devises pour importer à manger, là où on devait faire des économies de devises et surtout créer des devises en produisant sur le plan agricole aux voisins et à l'étranger et faire des économies de coûts parce que nous importons des devises, parce que nous importons sur la balance des paiements, parce que nous importerions moins. Donc c'est tous les paradigmes qu'il faut modifier. Alors là, quand vous me posez la question de savoir s'il y a des financements extérieurs, je vais accepter ou pas, oui, j'en cherche pour financer les routes, dont des routes nationales, provinciales, mais surtout des secteurs agricoles, dont dépend l'accroissement, l'augmentation du PIB. Et du PIB au profit des Congolais, parce que dans le secteur agricole, ils participent à la création de ce PIB. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les secteurs miniers qui, en fait, contribuent à plus de 90% à l'augmentation de la richesse. Votre première question, je vais commencer par le bas. C'était la seule question. Hein. Bon, je vais répondre aux 3 premières questions. Vous dites vous dites que je puisse donner quelques mesures phares. Toutes les mesures sont importantes, mais je mets l'accent sur la rétrocession. Il faut une réforme qui rend automatique la rétrocession au profit des provinces pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives aujourd'hui confisquées par le pouvoir central. Ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas les rangs des provinces. J'ai dit que nous n'avons pas les provinces. On n'a que des entités déconcentrées et non pas décentralisées. Le pouvoir des provinces est confisqué par le pouvoir central. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et donc le pouvoir central confisque les ressources qu'il gère et rétrocède peu et mal, ne permettant donc pas aux provinces d'exercer leurs prérogatives. La mesure phare, l'une des mesures phares, c'est en fait l'effectivité de la rétrocession. Deuxième mesure, dans le même contexte, nous voulons que la rétrocession aux provinces passe de 40% à 50%. Et que le fonds de péréquation retienne 10% au profit des provinces supposées pauvres. Moi, je considère que toutes les provinces sont pauvres.
Ça ne sert à rien de dire celle-là est pauvre, l'autre est riche. Moi, je n'en connais pas qui soit riche. C'est un nivellement par le bas que de dire, par exemple, que le Katanga est riche. Et puis, quand on parle du Katanga, lequel? Parce que quand on a fait toutes ces choses-là, les rétrocessions, les Katanga étaient un. Il y avait les Haut-Katanga, il y avait les Olomami, il y avait les Tanganiques, ainsi de suite. Il n'y avait que les Haut-Katanga qui, d'ailleurs, aujourd'hui, participent pour l'essentiel à la rétrocession et retient plus ou moins beaucoup plus de la rétrocession, qui pour moi est déjà insuffisante. Et que cette même province n'a pas de ressources propres en termes significatifs. Donc il faut augmenter la hauteur de la rétrocession et augmenter et puis maintenir les 10% pour que l'État régalien se contente de 40%. Au lieu de 50%, je dirais 60% actuellement, parce que même la caisse de péréquation ne fonctionne pas. L'État s'accapare de tous les 60%, je dirais même de tous les 100%, en termes de gestion. Donc, ça, c'est une des mesures phares. Mais je tiens aussi à la titrisation des terres. Titrisation des terres. Parce que la terre, aujourd'hui, depuis Léopold II, qui a confisqué le sol et le sous-sol, quand il est parti, il a laissé la Belgique, qui avait le contrôle et la propriété du sol et du sous-sol. Et quand nous sommes devenus indépendants, ce sol et le sous-sol est revenu aux Congolais, mais pas au peuple congolais qui était les propriétaires originels. Les 450 tribus qui ont signé avec Léopold II, qui lui ont cédé toutes les terres, parce que Léopold II leur a donné juste d'espace à faire la chasse, la pêche et couper le bois. Jusqu'à ce jour, la terre appartient à l'État. Cette fois-ci, l'État congolais, supposé être le gestionnaire de la terre, c'est dont je doute, parce qu'il ne fait pas la mise en valeur des espaces qui sont confisqués, enfin, qui font l'objet de l'exploitation, sont loin d'être des espaces destinés aux Congolais, moins encore aux communautés locales. Je veux qu'on titrise les terres, de manière à ce que les terres titrisées aillent auprès des communautés locales, à qui il faut donner une personnalité juridique, pour qu'ils aient des espaces, ou qu'elles aient ces entités-là de l'espace, notamment les communautés et les autorités locales, et traditionnels, et puissent négocier un partenariat avec les investisseurs étrangers sur leurs terres ainsi titrisées, quitte à ce que l'État garde d'autres terres, notamment les terres, les espaces de forêt et autres, dans le cadre de la copropriété individuelle. C'est une mesure que nous allons bien expliquer, parce que c'est le début du capitalisme endogène. Et quand je parle de la terre, je ne parle pas de la terre comme les sols, mais aussi les sous-sols. C'est un grand débat. Je me limite là parce qu'il y a beaucoup de mesures. C'est 40 au niveau national, au niveau gouvernement central, c'est 10 au niveau régalien, c'est-à-dire du chef de l'État, et 10 au niveau provincial. Alors, à propos de l'opposition, à propos du programme commun de l'opposition, moi j'ai suivi quelques projets présentés. Bon, il y en a même qui n'ont pas présenté des offres politiques, mais qui se sont limités à présenter un projet de société. Parce que vous connaissez la différence entre projet de société et programme. Vous connaissez la différence? Il y a des candidats, au lieu de présenter un programme pour lequel ils veulent... Parce que le programme, c'est des mesures concrètes, des projets concrets que vous voulez financer pour les 5 ans ou 10 ans. Mais projet de société, c'est comme la Bible. Les pasteurs ne viennent pas énoncer le principe biblique dans l'ensemble. Ils viennent vous donner des enseignements sur un domaine spécifique en rapport avec la semaine, pour parler des catholiques. Donc, au-delà du projet de société, qui est en fait le catéchisme du parti, le principe de base. Vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes. Vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Mais cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet dicte les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. Je crois qu'il y a une grave confusion à ce sujet. Suivez attentivement, vous allez sentir que... D'ailleurs, tous ces politiciens, vous sentez qu'ils passent leur temps à se chamailler. Ils passent... C'est difficile, ces gens. Bon, moi, je ne suis pas contre la chamaillerie. Mais la chamaillerie
eza lokola koswana eleki musala. Bozo swana koleka musala, bozo bakolibe bambwakela, mais c'est honteux. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, on n'a pas le temps même de... Non. Il faut dire, vous voulez faire quoi, quel est vos diagnostics, quelles sont vos mesures et comment vous allez financer. Mais vous savez que Trump et Biden se chamaillent beaucoup, hein. Mais vision, projet et l'équipe Bambouakela. Chez nous, il y a plus de Mbouakela que de projets et de visions. Mais c'est honteux. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Nous avons le même peuple, chacun s'adresse à son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il est là? Les abongotés, hein? Les bateaux, Bazo Swana, il y a le coin Bassi à Libala, il y a des polygames. Hein? Est-ce que parmi nous, les polygames Bazali, au monde ici, polygame, on est bas soigner la moussala, au Seigneur, il va s'en avoir la balia, on va soigner la mobile. Au monde, il y a bon mbanda. Ala qui s'embanda na ye que ye ayebi kolamba alambela mobali na bana soki eza tour na ye bana bali aka temps na mbongo muke azosala makusa ebele na mbongo muke kaka yo musala na yo kopakola tile oziebi musala te. Mais olingi kaka monzemba o monzele ba jeune boyebi lingala terre olingi kaka bolingo mais musala o eseli ke bolingo ezala oyebi te eza bongo te. Bazo Swana mais loko pe ba Swana la ole ba Swana la Congo mais bazo Swana la bokonzi. Ole ba laksa yé musala na ye ba réforme na ye ezali boye. Budget na ye ezali boye. Akosala boye pona Congo et éteindre boye. Bazo kwa kanaka ba mbwakela ke ya leki moninga moleki ye na nini. Hein? Oh. Et puis campagne yango bakei ko bandela yango na intérieur ya pays. Il faut campagne bandana Kinshasa eza bongo te. La bonisa nano et pas yo zali, et pas capital ezali. Eza bongo te. Oh, biso to ko bandana Kinshasa. Eza bongo te. Kinshasa d'abord ezali place ba institution ezali et pas ba chômeur baza elebele koleka et pas nzala eleki makasi eza bongo te. Et pas ibatu baza kolala 20 na mwanda kumoko mupepezate eza bongo te. Batu mususu bazo vanda presque na pembeni ya ebale eza bongo te. Alors, oyo etali botuni pona nini tosangani na bango te. Likambo ezali ya kosangana ya musuni te. Toboyi kosangana ya bato.
tolingi tosangisa programme projet eza bongo te mais toyoka na baprogramme projet nayoki wana eza mwa pasi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mais bavandi kuna environ 1 million. Donc, Maluku, donc ils ont 80% espace, mais bavandi kuna baza presque 10%. Yango ne bongi to fungola yango, to tonga banzela, to tonga mboka, to tonga tout ça logement, tout ça la crédit social pour développer yango développer ça bakino misala. Tant que vous avez kolela que biso ba chômeur bino bana kishasa bowayi kozala ba chômeur vous êtes capable ya kosala misala ya maboko vous êtes capable ya kozala ba briquetier vous êtes capable ya kozala ba charpentier bokoyi koya mosala na 2 semaines pour voir mayele et puis la discipline de kosala vous êtes capable basala bino bandako même ya 5 000 10 000 bazokata bino mbongo au bout de 2 ans bino nyonso kozala déjà na bandako eza bongo te tokolobela yango parce que le programme na biso développé en fur et à mesure. On a eu qui se plaindre en tant que chômeur, il y a un abat qui bino bana kishasa ko za ba chômeur ceux qui le développer côté à Malukuna pour na bateau batongi et pas imoé na 22 communes yo bombeti na nini kuna na kimbase que ba ko ka kozwa misala ndenge ke bakota na secteur il y a une construction bakoka pe kozwa bandako babanda kwa sélection pour que chasse à côté ezwa na lwa mo pepe eza bongo te. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien parlé concernant votre passage en qualité de l'ancien Premier ministre.